Il existe une question qui semble traverser les générations, souvent posée dans un murmure, avec une forme de fascination mêlée d'incompréhension. Qu'est-ce qu'une femme qui a traversé plus de 6 décennies d'existence, qui a vu le monde changer, qui a aimé, perdu, construit et transcendé, désire réellement? Notre époque, obsédée par la jeunesse et la surface, propose des réponses simplistes, souvent matérielles ou purement sentimentales. Mais si nous nous arrêtions un instant, si nous écartions le bruit du monde pour écouter une sagesse bien plus ancienne et bien plus profonde? Le stoïcisme, cette philosophie pratiquée par les empereurs et les esclaves, ne parle pas de séduction au sens superficiel. Il parle de vertu, de caractère et d'une compréhension si intime de la nature humaine qu'elle peut éclairer jusqu'aux questions les plus personnelles. Car ce que recherche véritablement une personne, homme ou femme, après une vie d'expérience, n'est jamais l'anecdote éphémère. C'est quelque chose de bien plus substantiel, de bien plus durable. C'est la sérénité face aux tempêtes passées, le respect profond plutôt que l'admiration bruyante, et la compagnie d'une présence qui ne fléchit pas, qui ne joue pas un rôle, mais qui incarne une force tranquille. Imaginez Marc Aurèle, empereur du plus grand empire du monde, écrivant dans ses Pensées pour moi-même: l'âme se teint de la couleur de ses pensées. Une femme qui a vécu 60 ans ou plus a teint son âme des couleurs de 1000 expériences. Elle ne cherche plus quelqu'un qui lui vendra un nouveau pigment éclatant et bon marché. Elle cherche à reconnaître dans l'âme d'un autre cette même profondeur de couleur, cette même richesse patinée par le temps et les épreuves. Elle est passée maître dans l'art de discerner l'authentique du factice, le solide du fragile. Le langage qui la touche n'est donc plus celui des promesses extravagantes ou des flatteries convenues, mais celui des actions cohérentes, de l'intégrité silencieuse et d'une forme de courage très particulier, le courage d'être pleinement soi, sans masque ni prétention. Épictète, l'ancien esclave devenu philosophe, enseignait: ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Une personne de cet âge a, consciemment ou non, commencé à trier ses jugements. Elle a appris, parfois douloureusement, la différence entre ce qui dépend d'elle et ce qui n'en dépend pas. Elle ne souhaite plus perdre son précieux temps, car le temps est désormais la monnaie la plus rare, avec des drames inutiles, des caprices égotiques ou des personnes qui réagissent à la vie comme une voile au vent, sans gouvernail. Ce qu'elle veut, c'est un gouvernail, en elle et chez ceux qu'elle choisit d'accueillir dans son intimité. Alors, que représente ce gouvernail intérieur, cette force tranquille, concrètement? C'est d'abord et avant tout la maîtrise de soi, non pas une maîtrise rigide et répressive, mais cette capacité stoïcienne à ne pas être ballottée par chaque émotion passagère, chaque contrariété, chaque opinion d'autrui. Sénèque le disait avec clarté: l'homme le plus puissant est celui qui a le pouvoir sur lui-même. Imaginez la différence, dans une conversation ou une relation, entre une personne dont l'humeur est un volcan imprévisible, réagissant à chaud à une remarque, à un silence, à un événement extérieur, et une personne qui possède cette paix intérieure, cette ataraxie chère aux stoïciens. Cette dernière écoute, observe et choisit sa réponse. Elle n'est pas indifférente, elle est maître de ses réactions. Pour une femme qui a vu tant de drames se jouer, tant de paroles regrettables prononcées dans la colère, cette qualité n'a pas de prix. Elle est le signe d'une maturité et d'une sécurité intérieure rares. Cela se traduit par une conversation où l'on se sent en sécurité, où l'on peut s'exprimer sans crainte d'un déraillement émotionnel. C'est le terreau d'une confiance profonde. Ensuite, cette force se manifeste par une vision claire et un sens des responsabilités. Le stoïcisme nous enseigne à distinguer radicalement ce qui dépend de nous, nos jugements, nos valeurs, nos actions, de ce qui n'en dépend pas, la maladie, la perte, les actions des autres, l'opinion publique. Une personne qui a intégré cette leçon ne se présente pas en victime du destin. Elle assume sa vie. Elle ne perd pas son énergie à se plaindre de ce qu'elle ne peut changer, mais elle concentre toute sa volonté sur ce qui est en son pouvoir, sa propre attitude, sa propre conduite, sa propre manière de traverser l'épreuve. Pour quelqu'un qui a dû, toute sa vie, prendre des décisions, gérer des crises, porter des fardeaux, reconnaître cette même aptitude chez un autre est un immense soulagement. C'est la reconnaissance d'un père, d'un égal sur le chemin de la vie. Elle n'a plus besoin ni envie de porter le poids de l'immaturité d'autrui. Elle cherche un compagnon de route, pas un fardeau supplémentaire. Enfin, cette force tranquille est indissociable d'une certaine forme de sagesse pratique, d'un détachement sain vis-à-vis des futilités. Marc Aurèle s'exhortait lui-même:
Souviens-toi que très peu de choses sont nécessaires pour mener une vie heureuse. Après 60 ans, on a fait le tri, souvent de manière brutale. On a vu des possessions s'accumuler et ne pas apporter le bonheur promis. On a vu des statuts sociaux s'effondrer. Ce qui reste, ce sont les liens authentiques, la beauté d'un moment présent, l'intégrité de sa propre conscience. Une personne qui ne s'émerveille plus devant les signes extérieurs de richesse, qui ne se compare plus avec avidité, mais qui trouve de la valeur dans la conversation, dans la nature, dans un service rendu, dans la simplicité d'un partage, cette personne parle un langage qui résonne profondément. Elle offre une présence, non un spectacle. Cette recherche de profondeur et d'authenticité se cristallise particulièrement dans la communication, car après 60 ans, les mots ont été éprouvés. On a entendu des promesses non tenues, des déclarations grandioses qui cachèrent le vide, et des mots d'amour qui se sont révélés n'être que des reflets de l'ego de l'autre. Le langage qui touche alors n'est pas un langage de séduction au sens conventionnel. C'est un langage de vérité et de présence. Épictète, dans son manuel, posait ce principe fondamental, que la plus grande partie de ton attention soit consacrée à l'action de tes principes. Autrement dit, parle moins de ce que tu es, et laisse tes actions, tes choix, tes réponses aux événements parler pour toi. Dans une conversation, cela signifie écouter avec une attention totale. Non pas écouter pour préparer sa réplique, ni pour chercher une faille, mais écouter pour comprendre véritablement l'autre, son histoire, sa perspective, ses valeurs cachées. C'est un don inestimable que d'offrir à quelqu'un la sensation d'être enfin entendu, vraiment entendu, sans jugement précipité, sans tentative de rediriger la conversation vers soi. Cette écoute active est une forme d'humilité et de respect qui démontre une maîtrise de soi et une considération bien plus éloquente que le plus beau des discours. Ensuite, lorsque vous parlez, que vos mots soient choisis, vrais et utiles. Sénèque conseillait de mesurer la qualité de nos paroles. Avant de parler, demande-toi si ce que tu vas dire est vrai, si c'est nécessaire, si c'est bienveillant. Ce triple filtre est d'une puissance extraordinaire dans une relation mature. Dire la vérité avec bienveillance, ne pas noyer l'autre dans des paroles inutiles ou des bavardages qui masquent l'inquiétude intérieure, c'est créer un espace de clarté et de confiance. Une femme qui a de l'expérience perçoit immédiatement quand les mots sont utilisés comme un écran de fumée ou, au contraire, comme un pont pour une connexion réelle. Elle apprécie l'humour, mais pas l'ironie qui diminue. Elle apprécie la franchise, mais pas la brutalité qui blesse. Elle cherche cette nuance, cette justesse qui vient d'un esprit en paix avec lui-même. Enfin, cette communication authentique implique une vulnérabilité assumée, non pas une vulnérabilité de besoin, de dépendance, mais une vulnérabilité de force, la capacité à reconnaître ses erreurs passées, ses limites présentes, ses incertitudes, sans que cela n'ébranle le noyau de son caractère. Marc Aurèle, l'empereur tout-puissant, écrivait « Je me suis souvent étonné de voir chacun s'aimer plus que les autres, et pourtant accorder moins de prix à son propre jugement sur lui-même qu'à celui des autres. Après 60 ans, on aspire à rencontrer quelqu'un qui a fait la paix avec son propre jugement, qui n'a plus besoin de se construire ou de se valider à travers le regard d'autrui. Pouvoir partager ses doutes, ses réflexions sur la vie, ses apprentissages, sans crainte d'être jugé comme faible, mais au contraire comme un esprit en perpétuelle recherche, c'est le signe d'une confiance et d'une intelligence partagée. C'est dans cet espace de dialogue vrai que se construit l'attraction la plus durable, l'attraction pour un esprit semblable, une âme reconnaissable. Mais cette recherche ne se limite pas à la simple conversation. Elle s'étend à la vision même que l'on porte sur la vie et sur le temps qui reste. Une personne ayant dépassé 60 ans possède une relation particulière au temps. Elle en a vu la fuite inexorable, elle a vécu des deuils, elle a assisté à la fin de certains chapitres. La leçon stoïcienne sur l'impermanence n'est plus pour elle une théorie philosophique, mais une expérience viscérale. Par conséquent, ce qu'elle valorise par-dessus tout, c'est la qualité du moment présent. Marc Aurèle nous rappelle « N'agis pas comme si tu devais vivre 10 000 ans. La fatalité est suspendue au-dessus de ta tête. Tant que tu vis, tant que tu le peux, deviens vertueux. » La vertu, ici, c'est la plénitude de l'instant. Cela signifie être pleinement présent, non pas avec l'impatience de celui qui attend la prochaine distraction, mais avec l'attention profonde de celui qui sait que ce moment, cette promenade, ce repas, cette conversation est unique et ne reviendra jamais. Offrir cette présence totale est un cadeau immense.
C'est une forme d'amour qui se manifeste par l'attention aux détails, à la saveur d'un café, à la lumière du soir, au silence partagé qui n'est pas gênant mais paisible. C'est aussi la capacité à célébrer les petits bonheurs sans réserve, à cultiver la gratitude pour ce qui est, ici et maintenant. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, écrivait « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup ». Une personne mature n'a plus de temps à perdre dans les regrets stériles du passé ou les angoisses vaines du futur. Elle aspire à une relation qui l'ancre dans le présent, qui l'aide à savourer pleinement les jours qui lui sont impartis, sans drames inutiles ni perte d'énergie. Cela implique également une certaine légèreté, un sens de l'humour qui naît non pas de la superficialité, mais d'une reconnaissance des absurdités de la vie et d'un choix délibéré de ne pas s'en alourdir. C'est l'humour du sage, qui sourit des tracas sans en nier l'existence. Cette attitude témoigne d'une résilience profonde, d'une manière de danser malgré la gravité de l'existence, et c'est une qualité profondément attirante pour qui a déjà porté bien des poids. Enfin, cette perspective temporelle modifie la nature même des projets. Il ne s'agit plus de construire un empire ou d'accumuler des biens, mais de cultiver un héritage intérieur, de laisser une trace positive, de partager ce qui a été appris. Une relation à ce stade de la vie peut avoir pour projet commun de soutenir des proches, de transmettre des valeurs, d'apprécier l'art, de voyager pour comprendre et non pour s'afficher, ou simplement de créer ensemble un quotidien paisible et beau. C'est un projet de sérénité et de sens, bien plus que d'ambition. Tout cela converge vers une vérité centrale, un pilier stoïcien que l'expérience de la vie finit par imposer. L'importance absolue du caractère, de la vertu comme fondement de toute relation digne de ce nom. Les apparences, le statut, les prouesses matérielles, tout cela finit par pâlir, par s'user, par se révéler fragile. Ce qui demeure, c'est la qualité de l'âme de l'autre. Épictète le disait sans détour. Ce n'est pas la mort que l'homme doit craindre, mais il doit craindre de ne jamais commencer à vivre selon la nature. Vivre selon la nature, pour un être humain, c'est vivre selon la raison et la vertu. C'est cela, le caractère. Une femme qui a une longue vie derrière elle a développé un détecteur infaillible pour les défauts de caractère, la lâcheté déguisée en prudence, l'égoïsme masqué en ambition, l'instabilité émotionnelle justifiée par la passion, la malhonnêteté rationalisée par la nécessité. Elle a vu les conséquences de ces défauts. Ce qu'elle cherche, même si elle ne le formule pas ainsi avec des mots philosophiques, c'est la fiabilité morale, la fiabilité de celui qui fera ce qu'il dit, qui tiendra sa parole simplement parce que c'est sa parole et non par crainte d'être pris en défaut. La fiabilité de celui dont les principes ne fléchissent pas au vent des convenances ou des difficultés. C'est la justice dans les petites choses, le courage de défendre ce qui est juste, la tempérance qui évite les excès stériles et la sagesse pratique qui guide les choix du quotidien. Ces vertus ne sont pas spectaculaires, elles sont silencieuses. Elles se voient dans la manière dont on traite un serveur au restaurant, dont on parle d'un absent, dont on gère un conflit mineur, dont on assume une erreur sans se chercher d'excuses. C'est cette cohérence entre les discours et les actes, cette intégrité, qui construit une confiance absolue. Et dans cette confiance, une forme d'amour profond et apaisé peut s'épanouir. Un amour qui n'est pas une tempête dévastatrice, mais un port sûr. C'est l'amour décrit par les stoïciens comme une forme d'amitié suprême, où l'on chérit l'autre pour sa vertu et où l'on s'efforce mutuellement de progresser en humanité. Marc Aurèle écrivait à propos de son propre père adoptif. De lui, j'ai gardé le souvenir d'un homme d'une constance égale en toute occasion. Cette constance, cette égalité d'humeur fondée sur un caractère solide est peut-être la qualité la plus recherchée, car elle est le gage de paix. Après une vie de variations, d'imprévus et de chocs, offrir et recevoir une telle constance est le summum du luxe émotionnel. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Cette quête de profondeur et de caractère est, en réalité, une invitation pour chacun d'entre nous, quel que soit notre âge, à grandir. Elle nous pousse à nous demander quelle est la qualité de notre propre gouvernail intérieur. Avons-nous cultivé cette force tranquille qui attire non par le bruit, mais par le calme? Sommes-nous en train de construire un caractère dont nous pourrons être fiers et qui pourra être un jour reconnu comme un port sûr par une âme expérimentée? La beauté de cette perspective, c'est qu'elle transcende complètement l'âge.
Ces principes ne concernent pas seulement les relations avec les femmes de plus de 60 ans. Ils concernent toute relation humaine digne, profonde et respectueuse. Ils tracent le chemin vers une version plus mûre, plus solide et plus sereine de nous-mêmes. En définitive, se demander ce que les femmes de plus de 60 ans veulent vraiment, c'est se poser une question bien plus vaste et universelle. À quoi aspire un être humain lorsqu'il a dépassé les leurs de l'ego et les urgences factices de la jeunesse? La réponse stoïcienne, que nous avons explorée ensemble, est à la fois simple dans son énoncé et profonde dans sa pratique. Elle aspire à la sérénité, née de la distinction entre ce qu'elle peut contrôler et ce qu'elle ne peut pas. Elle aspire au respect, celui qui est accordé non pour ce que l'on possède, mais pour ce que l'on est dans son fort intérieur. Elle aspire à une connexion authentique, où les mots sont vrais, l'écoute est pleine et la présence est un cadeau. Elle aspire à partager le temps présent avec sa précieuse fugacité, avec quelqu'un qui comprend sa valeur. Et par-dessus tout, elle aspire à la compagnie d'un caractère vertueux, d'une âme fiable et constante, qui offre la paix bien plus que la passion tumultueuse. Ces désirs ne sont pas le propre d'un genre ou d'un âge, ils sont le propre d'une maturité humaine que nous pouvons tous cultiver dès aujourd'hui, quel que soit notre nombre d'années. Le stoïcisme ne nous propose pas une technique de séduction, mais un art de vivre. En cherchant à devenir cette personne vertueuse, maître de ses jugements, constante dans ses actions, présente dans ses relations et courageuse dans son acceptation du destin, nous ne nous préparons pas seulement à répondre aux attentes d'autrui. Nous nous préparons à vivre une vie bonne, digne et libre. Et paradoxalement, c'est dans ce travail sur nous-mêmes que nous devenons, sans même y penser, la personne que quelqu'un ayant parcouru un long chemin reconnaîtra comme un compagnon de route désirable. L'attraction la plus puissante n'est jamais calculée, elle est la conséquence naturelle d'un caractère bien construit. Comme le résumait Sénèque, la sagesse est le bien suprême, elle ne peut tomber en ruine, ni se perdre, ni passer. Investir en soi-même, dans cette sagesse pratique et cette force intérieure, est donc le projet le plus sensé. Il vous rendra non seulement plus apte à construire des relations profondes, mais il vous rendra libre, ici et maintenant. Si ces réflexions sur la sagesse pratique et la construction du caractère vous parlent et que vous souhaitez approfondir cette voie, votre soutien compte énormément. En vous abonnant à cette chaîne, vous encouragez la création de contenu qui va à l'essentiel, qui cherche à éclairer plutôt qu'à divertir superficiellement. Ensemble, nous pouvons continuer à explorer comment ces philosophies intemporelles peuvent nous aider à naviguer dans les complexités de la vie moderne, des relations humaines à la quête de sens. Merci de votre attention et à très bientôt pour d'autres explorations.